et merci d'être avec nous. Donc, notre leçon d'aujourd'hui concerne les tableaux en C. Nous savons que la structure des tableaux est une structure assez importante dans tous les langages. Alors, nous allons passer en revue cette notion. Nous allons la définir. C'est une notion assez importante, comme je l'ai dit, mais ça demande un petit peu plus de compréhension parce qu'on va l'utiliser un peu dans les autres cours qui vont suivre, les chaînes de caractères, etc. Alors, la leçon va être, disons, répartie en un certain nombre de points. Alors, on va parler de la structure de données tableau, qui est une structure de données composée, composée donc d'un certain nombre de types standards qu'on a déjà définis. On parlera de la manipulation des tableaux et on parlera de la manipulation de tableaux comme étant des variables normales, comme étant des pointeurs, et on parlera des tableaux utilisés dans les fonctions, notamment au passage des tableaux comme paramètres. Alors, nous allons donc étudier notre structure de tableau par un petit exemple pour introduire et pour motiver un petit peu l'utilisation de cette structure. Alors, tout d'abord, prenons un exemple très très simple. On veut calculer la moyenne de 3 notes. Donc vous avez 3 notes, vous voulez faire la moyenne de ces 3 notes. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est simple. On va tout simplement cumuler ces notes. Donc on aura quelque chose, on va cumuler ces notes et on va diviser par 3. Alors j'aimerais bien avoir donc une sortie sous cette forme-là, entre les 3 notes, et l'utilisateur il rentre ces 3 notes, 17, 5, etc. Et puis une moyenne qui est calculée. Alors maintenant, le programme que vous allez écrire, que vous avez à écrire, eh bien, je disais qu'il est relativement simple. Il utilise tout simplement 3 variables, une par note, x, y et z. On demande 3 notes. La lecture se fait par scanf, x, y, z. Je fais la somme et j'affiche la moyenne. C'est la somme divisée par 3. Donc c'est relativement simple. Évidemment, le nombre de notes peut être changé. Au lieu de 3, je peux avoir beaucoup plus que cela. 4, 5. Mais là, on est en train d'augmenter le nombre de variables qu'on a utilisées. Si par exemple, on a la moyenne de 20 notes, évidemment, si on suit la même démarche, on va déclarer 20 variables. Il y a une façon beaucoup plus simple, puisque le système de collecte de notes et de calcul de la moyenne, c'est un système qui peut se réitérer. Donc on peut utiliser, en fait, au lieu d'utiliser 20 notes, 20 variables, on va utiliser tout simplement une boucle. Alors tout à l'heure, on avait mémorisé les 3 notes. Là, on n'a pas besoin de mémoriser parce que ce qui nous intéresse, c'est de calculer la moyenne. Alors pour cela, on va tout simplement utiliser une variable x qui va être lue à chaque fois et on va cumuler les sommes, on va cumuler les notes, pardon, dans une variable somme. Somme plus égale à x. Et on fait une boucle de 0 jusqu'à 19, donc 20 notes. Et puis à la fin de la boucle, eh bien, on va calculer la moyenne qui est tout simplement la somme divisée par 3 et on va l'afficher. Voilà la moyenne de 20 notes. Alors normalement, les choses vont très bien. Donc lecture, écriture, une boucle et une variable peut suffire. Évidemment, il y a quand même un problème lorsque vous avez à lire la moyenne de 20 notes, de 30 notes peut-être, mais vous voulez afficher pour chaque note qu'elle est plus grande ou plus petite que la moyenne. Je m'explique, c'est-à-dire vous rentrez, vous demandez à l'utilisateur de rentrer les notes, la première note, la deuxième jusqu'à la note 13, 30, et puis après, vous voulez faire la moyenne de ces 30 notes. Mettons la moyenne générale d'une classe, chaque note représente la note d'un élève. Eh bien, après, il faut spécifier que la note de l'élève tel, qui est la 28e note ici, elle est supérieure à la moyenne. La 29e note, elle est inférieure à la moyenne. La 30e note, elle est supérieure à la moyenne. Là, on voit que le problème, que la solution de tout à l'heure n'est pas exactement adéquate ici, parce que tout simplement, tout à l'heure, on n'avait pas mémorisé les informations concernant les notes, donc on ne peut pas les récupérer pour dire cette note-là, elle était plus grande ou plus petite que la moyenne. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas mémorisé les 30 notes, il faut donc les mémoriser. Alors, comment mémoriser les 30 notes? Eh bien, on ne peut pas utiliser 30 variables pour mémoriser. On peut utiliser
Et c'est là où intervient notre concept et en fait notre structure de tableau. C'est-à-dire on peut en fait déclarer 30 notes, mais dans une seule variable qu'on appelle donc un tableau. Donc un tableau, ici, dans mon exemple, j'ai un tableau que j'ai noté ici, note. Hein. Le tableau peut être utilisé en demandant donc la note en question à l'utilisateur et en lisant la note, on la mémorise dans cette variable qui est note. Vous remarquez ici, note de i, c'est la IAM note, et vous remarquez la syntaxe. J'ai mis la IAM note que j'ai lue dans le tableau. Une fois que je lis et que je charge le tableau, une fois que le tableau est chargé et la moyenne est calculée, en fait c'est le cumul qui est calculé, eh bien je peux sortir de la boucle et puis recommencer une autre boucle pour voir qui est la note qui est plus petite et qui est la note qui est plus grande que la moyenne. Donc là, une autre boucle me disant, si la note de i est inférieure à la moyenne, qui est la somme sur 30, eh bien la note est supérieure à la moyenne. Sinon, ben, la note elle est inférieure à la moyenne, en précisant que la note en question, c'est note de i. Alors, ce qu'il faut avoir en esprit, c'est que ici, vous avez une seule variable qui s'appelle note, mais une variable qui englobe plusieurs notes, en l'occurrence ici, 30 notes. Donc c'est une variable complexe, mais qui est traitée d'une façon relativement simple. Voilà pour la motivation de l'utilisation du tableau. Alors, pour la définition, un tableau, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une suite de valeurs. Très important, ce sont des valeurs qui doivent avoir le même type. Hein, au niveau de la déclaration des notes tout à l'heure, on a déclaré un tableau qui est composé des notes, et chaque note, ça doit être un float, donc ça doit être le même type. Je ne peux pas avoir un tableau composé de valeurs de type différent. Alors là, j'ai le tableau de notes avec des notes à l'intérieur qui sont des nombres réels, et le tableau, en fait, il a ce qu'on appelle les indices, ce sont tout simplement les adresses des éléments du tableau. Alors, ça commence à l'adresse numéro 0, hein, les indices donc commencent à l'adresse numéro 0 et ça continue. Là, j'ai un tableau de 9 cases, donc ça commence à partir de 0 jusqu'à 8. Alors, un tableau, ben, on le déclare en utilisant le type de ces éléments. Vous avez ici un tableau de T1, un tableau de notes et un tableau de T2. Int, c'est le type des éléments de T1. Float, c'est le type des éléments de notes. Char, c'est le type des éléments de T2. Et puis, entre crochets pour indiquer que c'est un tableau. Bon, une petite précision à ce niveau-là, parce que là, j'ai un tableau composé de tableaux. Alors, en fait, quand on fait de la déclaration, alors c'est très important, on avait parlé des fonctions dans une autre leçon, et on avait parlé du prototype de fonction, et on avait dit que ce n'était pas très important de connaître, en fait, ce que fait la fonction. Là, c'est exactement la même chose, on n'a pas besoin de connaître, en langage C, on n'a pas besoin de connaître la taille du tableau réellement, parce qu'on verra qu'un tableau, en fait, ce n'est qu'un pointeur vers le début. Donc, on peut déclarer que T1, c'est un pointeur d'entier. Alors, la déclaration ne réserve pas d'emplacement en mémoire, mais indique le type de cette variable pour la suite. Elle indique le type, c'est très important, le type, pour pouvoir se déplacer dans les éléments. Hein. Alors, un tableau d'entier, eh bien, chaque élément, c'est un entier qui peut avoir une certaine taille. Si c'est un tableau de float ou de réel, eh bien, la taille peut être plus grande et on se déplace d'un élément à un autre de cette taille. Donc, c'est très important de déclarer le type. C'est pas aussi important de déclarer la taille du tableau. Alors, généralement, la déclaration se fera sous cette forme-là, donc le type, le nom et la taille du tableau, si on veut, comme ceci. Alors, la déclaration d'un tableau se fera quand vous déclarez un tableau avec le type de ces éléments et la taille, il y a quand même une réservation en mémoire de la taille du tableau. Il faut noter que les éléments, normalement au niveau de la mémoire, les éléments du tableau sont rangés d'une façon consécutive au niveau de la mémoire. Nous, quand on déclare un tableau, on peut déclarer un tableau en fait de n'importe quel type. Ça peut être une structure, ça peut être un tableau. Hein, un tableau qui est donc composé de tableaux. Hein. On parlera aussi de tableaux à 2 dimensions. Alors, je disais qu'on n'a pas besoin d'avoir la taille
du tableau. Évidemment, pour le compilateur, on n'a pas besoin. Mais si on veut travailler sur le tableau, eh bien, on doit réserver de l'espace pour le tableau. Et dans ce cas, on doit connaître, c'est-à-dire le compilateur, il doit connaître la taille du tableau pour réserver de l'espace pour ce tableau. Cet espace va être réservé d'une façon statique dans la mémoire. Alors, on le fera d'une des façons suivantes, mais généralement, la taille n qui est ici ne peut pas être variable. C'est pour cela qu'on a défini généralement par undefined ici, on précise la taille. On peut utiliser des choses comme ceci, n divisé par 2 plus 1, mais ça reste quelque chose de défini. Là, j'ai un tableau d'entier, un tableau de caractères, et puis là, j'ai un tableau composé de tableaux. On reviendra sur cette notation tout à l'heure. Alors, donc, le tableau de 20 entiers, tableau de 10 caractères, et puis là, vous avez un tableau à 2 dimensions, donc, pour les mots. Il est possible, quand on déclare un tableau, de donner des valeurs dès le départ, donc de faire une initialisation. On peut d'ailleurs initialiser une partie ou l'ensemble du tableau. Alors ça se fera sous cette forme-là. Il suffit tout simplement d'ajouter des accolades et puis des constantes pour indiquer les éléments du tableau. Alors par exemple, si je prends cet exemple-là, vous avez un tableau de 5 éléments. J'initialise les 3 premiers en mettant 0, 1, 2. J'ai ici un tableau dont chaque élément est un tableau. Donc chaque élément, c'est un tableau de 10 caractères. Un tableau de mois, donc j'ai 12 mois. Chaque mois, c'est 10 caractères. Je peux initialiser le 1er janvier et février, et puis laisser les autres. Voilà donc une façon d'initialiser un tableau. Je peux... lorsque j'ai parlé des fonctions, en fait, je parlais de 2 façons de voir les choses. D'abord la déclaration, puis après la définition. En fait, je peux dire exactement la même chose ici. C'est-à-dire, on a 2 aspects. On a un aspect déclaration et puis un aspect initialisation, utilisation du tableau. Quand vous déclarez un tableau, vous dites tout simplement que c'est un tableau. Grosso modo, ça va être un pointeur constant sur quelque chose. Et quand vous utilisez le tableau, eh bien là, vous devez avoir de l'espace pour mettre quelque chose. Donc, vous devez avoir la taille précise, etc. Alors, la déclaration de taille, elle est optionnelle. Quand vous faites, elle est optionnelle, ça veut dire vous pouvez ne pas la mettre, mais à un moment donné, vous aurez besoin de la taille. Le compilateur calcule la taille nécessaire pour mettre des valeurs. Alors là, il faut faire attention, quand vous calculez la taille nécessaire, en fait, on risque de dépasser la zone qui est normalement réservée pour notre travail. Donc on reverra ça lorsqu'on parlera notamment des pointeurs et des tableaux. Alors, toujours au niveau de l'initialisation, on a vu l'initialisation de ce tableau. Alors voilà comment ça va se présenter, tout simplement. Lorsque je déclare et j'initialise en même temps. Alors dans ce cas, évidemment, là, il va dire que là, j'ai un tableau de 1, 2, 3, de 3 cases, parce que j'ai initialisé 3 cases. Si j'avais initialisé 4 cases, il va déclarer un tableau de 4 cases. Mais là, je ne spécifie pas la taille. Si je l'avais spécifié, par exemple, 5, il remplira les 5 premiers, puis les 2 autres ne seront pas remplis. Alors, je peux faire exactement la même chose. Par exemple, j'ai une chaîne de caractères ici. En fait, c'est un tableau de caractères, LPT. On verra qu'un tableau de caractères, eh bien, on ajoutera un caractère spécial qui est le caractère 0. Alors, on peut aussi parler de tableau de tableau. Alors, par exemple, ici, vous avez un tableau T2-3 qui veut dire un tableau composé de 2 lignes, la première ligne et la deuxième ligne. Je peux initialiser dès le départ le tableau en question. Et là, quand j'initialise avec 0,1, il a remarqué qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas complète, c'est-à-dire que j'initialise la première ligne par 0 et par 1, et puis l'autre, elle est vide. En fait, on ne peut pas parler de variable vide, c'est une variable qui contient une valeur qui est indéfinie. Et la deuxième ligne, elle est initialisée par ces valeurs-là, 10, 11, 12. J'ai un tableau à 2 dimensions, je peux accéder à n'importe quel moment, à n'importe quelle valeur ij. Alors ça, j'ai initialisé la première ligne, et la première ligne, c'est T de 0, le tableau T de 0. Et la deuxième ligne, évidemment, c'est T de 1, donc, qui est composé de 3. T de 0 et T de 1 sont composés de 3 cases. Voilà, donc j'ai un tableau de 2 cases, dont chaque case est composée de 3 cases. Il est aussi possible de faire
comme tout à l'heure, on a initialisé, il est possible connaissant le fait qu'un tableau, que ce soit à une dimension, à deux dimensions, même plus, ben, au niveau de la mémoire, c'est quelque chose de contigu. On sait qu'il y a une case à la suite de l'autre. Et même pour un tableau de deux dimensions, les cases sont consécutives. Donc je peux initialiser en sachant ceci. Alors, ben, je peux écrire 0, 1, rien du tout. Là, ça veut dire la première ligne. Et puis là, la deuxième ligne. Alors il faut faire attention. Ici, on a virgule, virgule. Et puis il y a quelque chose qui est vide pour indiquer que j'initialise la première et la deuxième. Puis la troisième case, non. Puis la quatrième, cinquième, sixième, je les initialise. Donc ça, c'est des petites remarques auxquelles il faut faire attention. C'est ce que je représente ici en utilisant ce schéma. Alors, on arrive maintenant à la manipulation du tableau. On a vu comment est-ce qu'on peut les déclarer, comment est-ce qu'on va demander au compilateur de réserver de l'espace. Si on initialise, il va réserver automatiquement un certain espace. Eh bien, maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut manipuler ces tableaux. Comment est-ce qu'on peut manipuler ces tableaux? On va voir qu'on va les manipuler, en fait, élément par élément. Alors, tout d'abord, si vous prenez un tableau, c'est quelque chose de constant. Un tableau, généralement, c'est une adresse constante sur le premier élément. Alors, quand je dis que c'est une adresse constante, le mot constant veut dire que je ne peux pas changer. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des choses du style incrémenter un tableau. Hein. Même si c'est une variable, vous ne pouvez pas l'incrémenter. Vous ne pouvez pas affecter quelque chose. Vous ne pouvez pas la changer. Et donc, vous ne pouvez pas changer la valeur qui est à l'intérieur de T. C'est une adresse qui est constante, et donc vous ne pouvez pas faire ces choses-là. T, c'est l'adresse du premier élément du tableau. On se souviendra de ça quand on parlera des adresses et des pointeurs. Alors, on notera donc T de I comme étant l'élément, le ième élément du tableau. Alors, l'adresse de T de I, bah, c'est une adresse, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur de la case numéro I, mais c'est c'est une adresse de la case mémoire T de I. D'accord? Donc on mettra un opérateur, l'opérateur adresse de T de I. On a une fonction, on a une primitive sizeOf qui vous permet de donner le nombre en termes d'octets, le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau. Alors je dis le nombre d'éléments, mais calculé en nombre d'octets. C'est le nombre d'octets du tableau. Voilà, donc un petit parcours sur la déclaration, définition et puis manipulation. En fait, on va regarder la manipulation à travers un exemple tout à l'heure. Mais avant, juste un petit exercice. Si je vous donne par exemple un tableau, tab, déclaré comme étant composé de 4 éléments, 33, 11, 0, 22, et je vous dis à quoi ça correspond l'adresse de tab de 0. Qu'est-ce que vous allez répondre? Oui, c'est correct. En fait, l'adresse de tab de 0, c'est l'adresse d'une variable. Cette variable, c'est tab de 0, et en fait, c'est exactement la même chose que l'adresse du premier élément du tableau. C'est exactement la même chose que tab. C'est exactement la même chose que le tableau lui-même. On a dit que c'est l'adresse du premier élément. Maintenant, si je vous dis une affectation de ce style-là, le résultat égal à tab de I, ça voudra dire quoi? Oui, ben ça voudra dire que le résultat, c'est l'adresse. Je fixe I égale à 0, le résultat égale l'élément qui est à l'adresse 0 dans le tableau, et l'élément qui est à l'adresse 0, les adresses dans le tableau, en fait, ce sont les indices, 0, 1, 2, 3, etc. Donc là, je prends l'élément d'indice 0, c'est le premier, et le premier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a la valeur 33, donc le résultat, c'est 33. Allez, on va continuer un petit peu comme ça pour voir si on a compris les choses. Résultat égal à tab de I++. Alors, si on regarde un peu cette affectation, résultat égale tab de I++. Alors, tout d'abord, on a une incrémentation qui doit se passer après avoir utilisé I, puisque I est égal à 0, donc là, on aura référence à tab de 0. Autrement dit, tab de 0, c'est 33, qui va être affecté au résultat. Hein, donc, dans le résultat, on aura 33, et c'est après que I va être incrémenté pour obtenir 1. Donc là, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. Alors, deuxième question, si
je fais ceci. Alors là, le plus, vous voyez, je le fais sortir, ça ne concerne plus le i, mais ça concerne la valeur à l'intérieur du tableau. La valeur à l'intérieur du tableau, bon, là, si je considère que la valeur c'est i égale à 1, évidemment, la valeur à l'intérieur du tableau, c'est celle de table de 1, hein, qui va être incrémentée, mais elle va être incrémentée après avoir été utilisée. Alors, on va obtenir que le résultat, c'est la valeur de table de 1, c'est-à-dire 11, et après, on va incrémenter table de 1, hein, table de 1, et elle va devenir égale à 12. Regardons maintenant les opérations qu'on peut faire sur les tableaux. Alors, nous allons voir notamment donc, les opérations d'affectation et de comparaison. Alors, l'affectation et la comparaison de tableaux en entier, ce sont des opérations qui sont interdites. Hein. On a vu tout à l'heure, on ne peut pas travailler directement en faisant l'affectation sur le tableau, hein, la valeur du tableau, mais évidemment, on peut affecter un tableau en totalité à un autre tableau. Donc là, il faut travailler sur les tableaux élément par élément. Donc généralement, c'est très lié à l'utilisation des boucles. Alors, si je prends par exemple, cet exemple-là, vous voyez ici, j'ai un tableau B et un tableau A, donc un tableau B qui contient un certain nombre d'éléments que je veux copier dans un tableau donc, A. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Tout simplement une boucle où j'affecte élément par élément, il n'y a aucun problème. Là, je n'affecte pas les tableaux, mais j'affecte les éléments un par un sans aucun problème. Et là, remarquez que dans A, j'ai assez de place pour mettre les valeurs. Hein. Donc là, il faut faire attention à cette notion de place. Quand on fait de l'affectation de tableau, il faut faire attention à cette question de place mémoire qui est allouée ici statiquement. Alors, si vous n'avez pas assez de place, eh bien, l'ordinateur ne vous dira pas grand-chose. Hein. C'est là on a dit que le langage C est permissible, mais ça peut poser quelques petits problèmes parce qu'il va écrire dans des zones qui ne sont pas allouées pour vous, dans des zones qui ne sont pas dans une zone qui n'est pas la vôtre. Prenons un exemple. J'ai une série de nombres qui sont stockés dans un tableau, donc qui sont lus et rangés dans un tableau, et je veux regarder la plus petite valeur. Donc vous allez écrire un programme qui va demander à l'utilisateur de rentrer un certain nombre de valeurs, qui peuvent être des notes ou autre chose, et le programme doit déterminer la plus petite valeur. Donc on va sauvegarder dans un tableau, puis on va faire un traitement de ces valeurs. Alors le résultat peut ressembler à ceci. Donc au départ, l'utilisateur il donne la taille du tableau, et puis les éléments du tableau sont saisis un par un, et le programme me donne la valeur la plus petite. Alors, comment ça se passe? D'abord, la recherche du plus petit élément. Donc, supposons que les éléments sont rangés dans un tableau, hein, comme ceci. Donc, on a lu les éléments. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir la plus petite valeur? Alors, on peut les ranger, puis après, on va parcourir un par un. On peut aussi le faire d'une autre façon, c'est-à-dire, au fur et à mesure que l'utilisateur rentre les valeurs, eh bien, on va regarder est-ce que c'est la plus petite ou pas. Si c'est la plus petite, eh bien, on va la garder, sinon on passe à la suivante. C'est ce qu'on fait en utilisant une variable min qui va sauvegarder la plus petite valeur. Au départ, eh bien, on va lire la première valeur, on va la mettre dans le tableau et on va la mettre dans cette variable pour dire c'est la plus petite. Une fois qu'on a lu la deuxième, eh bien, on s'aperçoit que c'est la plus petite et donc on va changer la variable min pour que ça prenne la valeur 16. Ainsi de suite. On va lire la troisième 25, mais on va voir que ça ne doit pas changer la valeur de min, puisque ce n'est pas la plus petite. Et on passe à la troisième, puis la quatrième, etc. Hein, quand on passe à 30, eh bien, on s'aperçoit que ça n'a pas changé. Quand on passe à 15, eh bien, ça change la valeur de min, etc. Alors, comment est-ce qu'on va implémenter ceci à l'aide d'un programme? Il faut saisir les éléments, et la saisie des éléments se fera élément par élément. C'est très important, donc on n'a pas une fonction scanf qui va saisir le tableau en entier. Donc une boucle jusqu'à la taille du tableau, et la taille ça a été demandé à l'utilisateur, eh bien on va lire l'élément à l'intérieur de T de I. Donc on va lire les éléments un par un. Une fois que c'est saisi, eh bien on peut faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire calculer la plus petite valeur. Et la plus petite valeur, donc on a une boucle. En fait,
je vous disais tout à l'heure que cette boucle, en fait, on peut faire une seule boucle. Là, j'ai séparé pour une meilleure compréhension. J'ai mis deux boucles, une pour la saisie et une pour le calcul du plus petit. En fait, j'aurais pu faire la même boucle pour les deux. Alors, cette deuxième boucle, en fait, elle calcule le minimum, et le minimum n'est changé que si il s'avère qu'il est plus grand que la valeur actuelle de t de i. Donc, if t de i est inférieur à min, min égale à t de i, à la fin de la boucle, et la boucle se termine à ce niveau-là, à la fin de la boucle, eh bien, j'ai le minimum que je peux afficher. L'objectif de l'exemple que je viens de passer, c'est un petit peu de vous dire que n'utilisez jamais le tableau en entier, mais plutôt élément par élément, pour lire, pour faire un traitement sur le tableau. Alors, regardons maintenant comment est-ce qu'on peut travailler avec un tableau lorsqu'il est passé comme un paramètre à une fonction. En fait, cette étude de passage de paramètres des tableaux, en fait, ça va nous expliquer un petit peu la structure du tableau, beaucoup plus que les fonctions. Donc on va voir, lorsqu'on passe un tableau, comment il faut le passer, comment il va être pris en compte par la fonction. On peut imaginer un petit peu que vous avez donc une fonction qui prend un certain nombre de paramètres. Lorsque elle prend par exemple 3 paramètres, eh bien, en passant les 3 paramètres, la fonction récupère les valeurs de ces 3 paramètres. C'est ce qu'on appelle donc un passage par valeur. Et ces valeurs, ils sont copiés dans une pile d'exécution correspondant à la fonction en question. Eh bien, on copie ces valeurs pour pouvoir travailler dans la fonction. Une fois que la fonction se termine, eh bien, on revient et on élimine ces valeurs-là, on les élimine pour pouvoir donner la main à la fonction qui a appelé. Alors, si on applique ceci au tableau, si vous avez un tableau de 10 éléments, il faut copier les éléments, les 10 éléments. Si on a un tableau de 20 éléments, il faut copier les 20 éléments. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas concevable quand on parle des tableaux, quand ils sont utilisés dans les fonctions. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de copier le tas d'éléments, le nombre qui est généralement relativement grand, dans la pile d'exécution de la fonction. La fonction, ce dont il a besoin, c'est tout simplement le début du tableau. Et elle peut déterminer les autres éléments. Donc c'est pour cela que la définition de la taille du tableau, généralement, il n'est pas nécessaire. Alors, une petite précision quand même, c'est que lorsque le tableau est multidimensionnel, eh bien, la définition de la taille peut être nécessaire. Quand je prends, on va regarder un exemple. Quand je prends par exemple une fonction main qui utilise des paramètres, c'est une fonction qui appelle une fonction qui utilise un certain nombre de paramètres. Je vous rappelle un petit peu que notre fonction main, c'est une fonction qui est appelée par le système d'exploitation. Donc le système d'exploitation appelle cette fonction main. Et la façon de communiquer entre le système d'exploitation et main, ce sont justement ces paramètres argc et argv. Argc, ça indique le nombre de paramètres, et argv, ça indique les paramètres en question. Alors, à quoi ça sert en fait ces paramètres? La fonction main, en fait, c'est la fonction de votre programme, de votre commande que vous avez écrit. Quand vous exécutez la commande avec des options, eh bien, ces options sont passées au système d'exploitation dans ces variables-là, dont argv, qui est ici un tableau. Alors, si on regarde là le passage du tableau argv, c'est bien un tableau qui n'a pas de taille. Là, on ne précise pas la taille. La taille, d'ailleurs, on ne la connaît pas parce qu'elle est définie selon l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va écrire votre commande et avec un certain nombre d'options. Et le nombre d'options, elle est défini par argc. Là, on voit bien que la définition de la taille n'est pas toujours essentielle. Évidemment, on peut la retrouver, mais ce n'est pas important pour le compilateur. Donc la taille n'est pas nécessaire pour le compilateur. L'exemple que je vous présente ici, c'est tout simplement une fonction qui implémente une commande qui va afficher les options. C'est-à-dire quand on va l'exécuter, on aura à afficher quelque chose. Quand on va l'exécuter,
prog premier et second, votre programme il s'appelle prog.c que vous avez compilé et généré un exécutable qui s'appelle prog. Eh bien, quand vous exécutez, quand l'utilisateur exécute prog premier, second, eh bien, il va afficher ces paramètres qui sont premier et second. Ces paramètres se trouvent quelque part dans le tableau qui est ici argv et on remarque que le nom du programme et les deux paramètres, alors en fait ce ne sont pas des paramètres, les deux options, les deux arguments de la commande prog se trouvent dans le tableau qui s'appelle argv. Je n'ai jamais dit que argv avait une taille égale à 3. Hein, c'est l'utilisateur qui m'a spécifié cela. S'il avait écrit prog premier, second, troisième, eh bien on aura un tableau de 4 éléments. Et puis le nombre d'arguments, ici il est égal à 3, ça disons c'est un autre problème. Là, la taille de argv n'est pas précisée quand j'appelle la fonction main. On va passer à un exercice pour illustrer un peu tout ceci. Alors, l'exercice, il est le suivant. Donc, on suppose, on est en dimension n, dans le plan, ou en dimension n. Vous avez deux vecteurs, A et B. Ces vecteurs sont définis par donc, les différentes informations dans le vecteur. Un vecteur de R à la puissance n. Ici, on a pris juste des entiers. N, n, et on veut faire le produit scalaire. On veut assimiler les vecteurs, enfin on va assimiler les vecteurs à deux tableaux A et B de taille n. Et on veut faire le produit scalaire de ces deux vecteurs. Alors, ce qui est demandé, c'est d'écrire une fonction produit scalaire qui prend deux vecteurs, donc deux tableaux, et leur taille, évidemment, ils doivent avoir la même taille, et puis il renvoie le produit scalaire. Ensuite, une fois que vous avez écrit donc, la fonction, ben, vous l'utilisez, vous l'appelez, hein, vous la testez en utilisant une fonction main qui appelle cette fonction. Juste quelques indications. En fait, le produit scalaire de deux vecteurs, A et B, en fait, vous voyez, c'est des tableaux, c'est tout simplement la somme des produits des éléments des vecteurs. Hein. Donc AI, BI, et puis le cumul, ici. 6 fois 2, 12, 3 fois 7, 21, et 4 fois 5, 20, et le cumul, c'est 53. Donc il s'agit d'écrire cette fonction. Première remarque, c'est que les tableaux, on ne les a pas déclarés comme étant des vrais tableaux, c'est-à-dire avec des accolades, des crochets. A, elle est déclarée comme étant un pointeur sur un entier. Alors là, ça explique un petit peu ce qu'on avait dit sur les tableaux. On avait dit qu'un tableau, en fait, c'est l'adresse du premier élément. Ben, A, c'est l'adresse du premier élément, c'est-à-dire c'est l'adresse de cette case qui contient 6. B, c'est l'adresse de la case qui contient 2. Tout simplement. Maintenant, la taille n'est pas importante au début pour la fonction. Par contre, elle est importante quand on veut faire la sommation ou l'accumulation. Là, on a besoin dans le programme de où est-ce qu'on va s'arrêter. On va commencer par le premier, par le deuxième, par le troisième, par le... Ah, non, il faut s'arrêter au niveau du troisième. D'où l'intérêt d'avoir un troisième paramètre. Mais dans tous les cas, on a un tableau qui n'est pas spécifié comme étant avec la notation normale, crochet, mais avec un pointeur. Mais en fait, on verra dans un prochain cours que un tableau, c'est tout simplement un pointeur, et la manipulation se fera de la même façon. J'avais dit au début que c'est une adresse, c'est un pointeur, et j'ai ajouté que c'est un pointeur constant, c'est la seule différence entre un tableau, enfin, c'est une des différences entre un tableau et un pointeur. Maintenant, vous avez écouté, et donc... là, vous avez bien réfléchi. Et je pense que vous pouvez avoir la solution. Il n'est pas très difficile. Il suffit tout simplement d'assimiler ici le paramètre A à un tableau et puis de faire le travail élément par élément. Alors,
Je vous propose donc la solution suivante. Voici donc une fonction qui calcule le produit scalaire de deux tableaux. Et n, c'est la taille des tableaux. Alors, juste avant de continuer, je dois vous préciser que je peux déclarer int a avec crochet, sans aucun problème. C'est-à-dire remplacer le étoile ici par le étoile a par a et des crochets, comme on utilise un tableau, sans spécifier la taille. D'accord? Je peux aussi faire la même chose pour b. Mais je peux utiliser tout simplement un pointeur et ça indiquerait un tableau. Et remarquez que a, elle est utilisée comme un tableau ici, a de i. B, il est utilisé comme un tableau, B de i. J'ai une boucle pour i variant de 0 jusqu'à n moins 1, donc strictement inférieur à n. J'incrémente le compteur. Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je multiplie a de i par b de i, a de i par b de i, a de i par b de i. Je fais le cumul et j'additionne, donc p va tout simplement additionner, va cumuler les différents produits, le premier, le deuxième, le troisième, etc., jusqu'à n, les différents produits. Une fois que j'ai terminé la boucle, eh bien, je peux retourner la valeur que j'ai trouvée, en fait, la valeur de P, return P, pour retourner la valeur de P. Bien, aujourd'hui, donc, nous avons vu une structure de données assez importante. Au niveau de l'algorithmique et des structures de données, sa structure, c'est les tableaux. Elle est aussi importante pour le langage. Donc, on a vu comment est-ce qu'on peut réserver plusieurs variables, plusieurs cases mémoire en une seule. Là, en fait, ça facilite le travail pour le concepteur et ça complique un petit peu le travail pour le compilateur, dans ce sens qu'il doit réserver un certain nombre d'espaces pour mettre ces valeurs, donc pour le tableau. Bon, évidemment, nous avons mis l'accent sur le fait que le tableau, c'est une adresse sur le premier élément, et pour accéder aux différents éléments, eh bien, on peut utiliser une méthode d'indexation, donc tab de i. On a fait cette relation entre les tableaux et les pointeurs parce qu'on va les retrouver un petit peu tout le temps. Et il y a un certain nombre de remarques dont je veux revenir tout de suite. C'est que, eh bien, un tableau, généralement, ce qui est important, c'est la première adresse. Bon, c'est peu important dans un certain nombre de cas. En l'occurrence, lorsqu'on passe les tableaux en paramètres, la taille n'est pas très importante et n'est pas nécessaire. Et pour travailler sur les tableaux, on a dit qu'il faut travailler élément par élément. Alors, on a fait la relation entre tableau et pointeur, mais je pense qu'il faut... la relation peut s'arrêter là, c'est-à-dire un tableau, c'est un pointeur sur le début. Parce que la manipulation d'un pointeur et la manipulation de tableau ne se ressemblent pas, en ce sens qu'un tableau, c'est un pointeur constant, et donc je ne peux pas le manipuler tant que tel. Je peux manipuler les éléments à l'intérieur du tableau. Maintenant, il y a toute une leçon qui va être dédiée justement à cette relation entre le tableau et les pointeurs. Et la prochaine leçon, donc, nous verrons cette relation entre tableau et pointeur. Donc on verra comment est-ce qu'on peut exprimer des traitements sur un tableau en utilisant des traitements sur un pointeur et vice-versa. Et on verra aussi comment est-ce qu'on va allouer de l'espace mémoire, c'est-à-dire, jusque-là, on a demandé au compilateur de nous réserver un certain espace mémoire d'une façon statique. C'est-à-dire, on a dit, on veut un tableau de tel nombre de cases lorsqu'on l'initialise ou bien lorsqu'on fait la déclaration. Et le compilateur va nous réserver dans une partie de la mémoire, dans une partie bien protégée, et va nous réserver ces cases mémoire. Alors, on peut se poser la question, on peut se dire, mais parfois on a besoin de... est-ce que je n'ai pas besoin de 100 cases, j'ai besoin de 2 cases. Et puis, au cours d'une exécution, à un moment donné, non, j'ai besoin de 30 cases, peut-être de 20. C'est-à-dire, est-ce que je peux réserver autant de cases que je veux et au moment où l'exécution se passe, pas avant à la compilation. Parce que avant, il faut déclarer un tableau d'un tel nombre de cases. Ce nombre peut être très grand, il peut être très petit. Alors, comment est-ce qu'on peut faire les choses d'une façon dynamique? On parlera de l'allocation dynamique de la mémoire qui serait fait par le programme. Bien, merci pour votre attention. D'ici là,
je vous dis merci.